Bonjour à tous, nous sommes le 24 février 2024. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal de 15 heures. Clôture du cycle de formation dans des domaines variés, des gardes-côtes djiboutiennes. Le secrétariat d'État chargé des sports a lancé la première édition du diathlon dans la région de Dikil. Et à Gaza, l'agence d'aide de l'ONU pourrait fermer en raison d'une interruption de financement. C'était les titres. Place au développement dans la journée de jeudi 22 février. Le hall d'honneur du centre d'instruction navale de la garde-côte djiboutienne, 6 donc au camp de Doralé, a abrité une cérémonie clôturant un cycle de formation dont ont bénéficié les personnels de la garde-côte. Le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte, a accueilli les différentes personnalités qui ont assisté à cette cérémonie, dont Madame Sylvie Tabès, ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Monsieur Moussafa El-Bana du bureau de l'ONU DC de la Somalie, le point focal de Djibouti pour le programme mondial sur les crimes maritimes. Et donc Madame Hodan Suleiman Hussein, point focal et représentant de l'ONU DC à Djibouti. Plusieurs officiers de la garde-côte djiboutienne ont pris part à cette cérémonie de cycle de formation spécialisée pilotée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Cette séance a donc couvert des domaines variés dont la mécanique navale, le matelotage, les techniques d'accostage des bateaux, les techniques de base de fouille des navires, à quai, formation des formateurs sur l'application du droit maritime et la communication maritime. Exprimer notre reconnaissance envers la garde côtière de Djibouti pour son engagement exemplaire et sa coopération sans faillite. Notre collaboration centrée sur le renforcement des capacités et l'amélioration des compétences des officiers de la garde côtière est un témoignage éloquent de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Grâce à nos efforts conjoints, nous avons pu mettre en œuvre des programmes de formation avancés et des initiatives visant à augmenter l'efficacité et la réactivité de la garde côtière dans la lutte contre la criminalité transnationale et la protection de nos mers aussi. Je tiens également à exprimer ma sincère gratitude envers l'ambassade des États-Unis et l'Union européenne pour les généreux soutiens et leurs contributions indispensables à nos programmes. Votre engagement envers le développement des capacités locales et le renforcement de la sécurité maritime est crucial pour nos succès communs. Dans leurs interventions respectives, l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, Madame Sylvie Tabès, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti ont réaffirmé leur engagement sans faille pour une mer sûre et sécurisée dans la région. C'est un plaisir d'être parmi vous pour célébrer les fruits de votre dur labeur et de votre détermination qui vous ont permis de réussir cette formation et l'application du droit maritime. La criminalité maritime est un problème mondial qui déstabilise les pays et les régions et entrave le commerce légal et le développement. Les problèmes internationaux de ce type nécessitent des solutions internationales. Et la formation et l'assistance que nous célébrons aujourd'hui sont un exemple idéal des solutions globales mises en œuvre. Les États-Unis demeurent engagés à financer cette initiative et d'autres solutions innovantes pour renforcer les capacités en matière d'application des lois maritimes dans le monde entier. Le département d'État américain a investi 4 millions de dollars dans cette initiative axée sur la Corne de l'Afrique. Nous avons dépensé un tiers de ce financement ici à Djibouti.
Je tiens à remercier sincèrement l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes pour son expertise dans la mise en œuvre de cette formation financée par les États-Unis. Nous sommes tous conscients des défis que pose aujourd'hui la sécurité maritime dans la mer Rouge. Donc, afin de contribuer à leur résolution, l'Union européenne travaille avec l'UNUDC dans le programme régional mer Rouge qui vise à renforcer cette sécurité maritime. Je souhaiterais donc exprimer ma gratitude tout d'abord envers la garde-côte djiboutienne pour sa coopération dans ce renforcement de la sécurité maritime. Je souhaite également utiliser cette occasion pour souligner l'importance de notre partenariat avec Djibouti dans la garantie de mer sûre et sécurisée. Nous sommes ensemble dans nos efforts pour faire face donc à ces divers défis maritimes tels que la piraterie, la pêche illégale et la contrebande, et de nouveaux qui apparaissent d'ailleurs. J'insiste sur l'importance d'explorer des solutions innovantes et de partager les meilleures pratiques pour répondre efficacement à ces menaces émergentes. Dans son discours, le colonel Waïs Amar Boghoré, commandant de la garde-côte, a salué la compétition de ce nouveau cycle de formation et a salué également la coopération exemplaire avec l'ONUDC qui participe au renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie concluant un cycle de formation riche et varié qui une nouvelle fois témoigne de notre volonté commune et notre attachement au renforcement des capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne. En travers la formation des personnels de l'institution. Ces formations spécialisées et couvertes de domaines variés dans la mécanique navale, la météorologie, les techniques d'arrestation des bateaux, les techniques de base de fuite des navires au quai, la formation de formateurs sur l'application du droit maritime et la communication maritime, dont ont bénéficié plus de 110 membres de la garde-côte djiboutienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, ces formations guidées par l'expertise et la coordination de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes ONUDC ont jugé un rôle fondamental dans le renforcement de nos capacités. Leurs engagements facilités ces initiatives a été indispensable pour nous exprimer notre profonde gratitude pour leur soutien continu. Je tiens également à exprimer une sincère reconnaissance les instructeurs d'EFUE qui ont partagé leur expérience professionnelle avec passion et détermination et leur contribution remarquable à façonner ces cycles de formation. Et nous allons au Boc cette fois où l'Association internationale des maires francophones, avec le soutien financier de l'Union européenne, déploie un projet d'envergure visant à renforcer la participation de la société civile à la gouvernance et au développement local. Ce projet s'articule autour de plusieurs axes stratégiques dont le renforcement des capacités des organisations de la société civile, la réalisation de projets concrets de développement local. Eh bien, dans le cadre de la composante 3 du projet focalisé sur la réalisation de projets concrets de développement local par les organisations de la société civile djiboutienne, 9 projets ont été sélectionnés, parmi lesquels figure celui de l'association Obouki, fondée en 2014 par des jeunes femmes et des filles de la région de Bok. L'association Obouki a dimanche 18 février une réunion de suivi et évaluation du projet de l'association Obouki.
Objectif étant d'améliorer les conditions de vie de la population grâce à l'utilisation de techniques respectueuses de l'environnement. Le projet prévoit également l'installation de kits solaires pour fournir de l'éclairage et de la ventilation à 100 ménages parmi les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes ayant des besoins spéciaux et les enfants. Je propose cette fois de suivre l'intervention du coordinateur du projet. Ce matin à Obok, c'est pour le suivi du projet Un peu de lumière pour la communauté d'Andoli, mise en œuvre par l'association Obuki. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du projet participation de la société civile à la gouvernance et au développement local. Financement Union européenne et mise en œuvre par l'Association internationale des maires francophones. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance de suivi intermédiaire. Vous vous rappelez qu'il y a, je crois, au mois d'octobre, on était passé pour le lancement et le suivi initial. À l'époque, c'était de voir quelle est la situation de départ. Donc, à l'époque, on a fait le tour à Andoli pour toucher du doigt la situation qui se présentait avant le démarrage du projet. Un projet qui, globalement, consiste à installer du solaire dans le village d'aujourd'hui, d'Andoli, pour avoir la lumière. C'est un projet qui implique la communauté. Il y a 100 ménages qui ont été identifiés, sélectionnés pour bénéficier de ce projet au démarrage. Et demain, on fera une visite sur les lieux, rencontrer les bénéficiaires, voir ce qui se met en place, voir les dispositions qui sont prises et apprécier toujours l'opportunité de la mise en œuvre de ce projet-là. Le projet Mon école à moi est mis en œuvre depuis plusieurs années dans les établissements scolaires du pays. C'est l'occasion pour la communauté éducative, mais aussi les associations des parents d'élèves, des chefs d'établissement, des enseignants et les élèves de se mobiliser pour réaliser ensemble des activités diverses sur des thématiques portant sur l'hygiène, la propreté et la préservation de l'environnement, mais aussi la plantation de végétation. Sous l'impulsion du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, l'école fondamentale Itobé, donc de la cité Nassib, où les élèves ont été donc les acteurs d'un geste symbolique et concret. La plantation d'arbres, dans le cadre de cette journée, chaque élève de l'école a eu l'opportunité de planter un arbre auquel il a donné son nom. Cette action emblématique de l'engagement citoyen, de la responsabilité environnementale a été reproduite simultanément dans les établissements scolaires du pays. Le succès retentissant de cette opération est le signe d'une mobilisation collective croissante, annonçant ainsi un engagement continu lors des prochaines journées citoyennes prévues chaque dernier samedi du mois. Mahaka
Et à l'issue de cette journée donc de ramassage d'ordures, mais aussi de plantation d'arbres, nous avons pu recueillir pour vous l'intervention de la directrice de l'école. Aujourd'hui, nous avons fait dans notre école une journée de plantation où chaque élève a planté un arbre avec son nom et sa classe inscrits dessus. C'était pour sensibiliser les élèves à prendre part au progrès de l'environnement et pour pouvoir sensibiliser aussi aux élèves à l'utilité des arbres et à avoir un environnement vert pour pouvoir travailler dans un espace agréable, dans une école agréable et propice aux apprentissages pour les enfants, pour les enseignants et pour l'ensemble du personnel de l'école. Cette journée, on a été assisté par les parents de nos élèves qui ont promis à ce que chaque élève prend soin de l'arbre qu'il a planté aujourd'hui. Et puis, chaque élève doit arroser chaque matin l'arbre qu'il a planté en son nom. Et on aura une évaluation vers le mois de juin ou fin mai, Inch'Allah. Cette initiative a été lancée par son Excellence, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud. Et nous avons répondu présent, l'ensemble de l'école, moi-même, mon personnel, les parents et les élèves. Je tiens à remercier en mon nom et au nom de toute mon école d'établissement, l'école primaire Nitobé, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, le ministre de l'Éducation nationale. En sport, cette fois, avec la première édition de duathlon à Dikil, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction régionale de Dikil a organisé la première édition de duathlon. Cette compétition a rassemblé des athlètes du Sud, notamment de la région d'Ali Sabieh, de Dikil, mettant en lumière les potentialités sportives de ces régions. La course débutant aux premières lueurs de l'aube à l'entrée de la ville a vu s'affronter les participants dans une épreuve alliant course à pied et vélo, se conclure par une ultime course jusqu'à la ligne d'arrivée devant la préfecture de la région. Eh bien, c'est sans surprise que les athlètes d'Ali Sabieh ont dominé la compétition, affirmant ainsi leur suprématie dans le domaine de l'athlétisme régional. شعبي عاصمة هاي دخيلة جوي معاني دخيلة عنا بوجفة جفو منين وما الله كلا جرو وما الله جديو حتيو قعال بينونا ولا لا كلا جرمي جهادي من. Ensuite, la cérémonie de remise des prix a récompensé les meilleurs athlètes par des prix spéciaux, en plus des médailles témoignant de leur performance exceptionnelle. Cette journée a vu également la participation de plusieurs personnalités du secrétariat d'État chargé des sports. 2 km de cyclisme ainsi que 2 km de course. Donc la région de Dikil et la région de Ali Sabieh s'est concouré pour cette activité ce matin. Ali Sabieh a remporté en première place. Nous le remercions, nous le félicitons pour cette compétition et ses participations. Nous voudrons aussi remercier le président du conseil régional à sa présence, qui était là pour le lancement, ainsi que le préfet adjoint Idriss Hussein Abbas, l'ensemble de la région de Dikil, les Dikilois, on les remercie pour leur présence et pour leur bienvenue. Et on espère que cette édition sera refaite pour l'année prochaine et l'année qui suit et que la région de Dikil s'y prépare. Place cette fois à notre magazine portant sur les plantations d'arbres et de leur importance pour réguler le climat en réduisant la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Rappelons que les arbres absorbent environ un tiers des émissions de carbone produites par les activités humaines chaque année. Explication.
l'instar de plusieurs pays de la région, Djibouti est confronté à des défis environnementaux majeurs. Pour faire face aux défis du changement climatique, les gouvernements multiplient les initiatives. La campagne des reboisements à grande échelle lancée en octobre dernier s'est poursuivie notamment dans la région d'Ali Sabié. À Ali Sabié, la plantation d'arbres réalisée il y a 3 mois commence à donner des résultats. Et pour cause, la préfecture a mis en place une stratégie de coordination et de suivi à travers une sous-commission. Une sous-commission composée des représentants de la préfecture, du conseil régional et du ministère de l'Agriculture. Cette entité s'occupe exclusivement du suivi de l'arrosage, de l'approvisionnement et du remplacement des arbustes qui ont fané. Le tout sous la supervision du préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouta. Ainsi, ces plantations concernent les grandes artères du chef-lieu. Un camion-citerne sillonne les zones concernées pour arroser pendant que les membres du comité inspectent les plantations pour suivre les révolutions. Sur place, ils ont réagi au micro de notre correspondant Mohamed Cheikh Oubakar. Le préfet nous a donné des instructions claires pour suivre les plantations et l'évolution ainsi que l'entretien des arbustes. Après avoir procédé aux plantations, nous avons mis en place un camion-citerne. Les reboisements concernent tous les grandes artères, surtout les voies centrales. Pour le moment, les plantes sont petites et ont besoin d'être suivies de près. Nous suivons régulièrement les nouvelles plantes. Un jour sur 2, nous faisons le tour pour voir et la citerne passe de la même façon pour l'arrosage. Nous disons aux Assadjoug que c'est pour eux que nous faisons cela, pour que notre ville brille. Nous les appelons à préserver les arbres. Ce sont nos routes et nos quartiers. Il faut que tout le monde s'implique. Il faut 3 éléments pour préserver une plante. D'abord, la protéger des animaux. Ensuite, il faut l'entretenir. Et enfin, comme c'est dans un milieu urbain, éviter qu'on y touche. Donc, en tant que ministère de l'Agriculture, nous avons mis l'accent sur le suivi et nous avons pris en charge cet aspect. Pour la réussite de ces projets, nous collaborons avec la préfecture et les conseils régionaux. Les arbres que nous plantons nous viennent d'Éthiopie, mais aussi ceux que nous produisons ici, dans cette pépinière. Pour mobiliser et impliquer les Assadjoug autour de ces projets, il fallait que les responsables locaux donnent les bons exemples. C'est pourquoi le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouta, a commencé à cultiver un périmètre agricole au sein de sa résidence. Ali Sabié est connu pour la fertilité de son sol. Avec la volonté et le travail, les résultats peuvent être remarquables comme ici. Dans cette culture maraîchère, on trouve l'essentiel des légumes consommés chez nous, des tomates, des oignons, des betteraves, des patates douces, etc. Pour Abdelmalik Mohamed Banouta, c'est aussi une meilleure façon de sensibiliser le public. L'objectif que nous avons, ce n'est pas uniquement planter sur les artères, mais que chaque maison, que chaque foyer puisse planter aussi un arbre. Donc on veut rendre cette ville, elle était déjà verte, mais on veut la rendre la ville la plus verte des chefs-lieux de la République de Djibouti. Donc c'est un objectif, c'est une vision. Donc on espère l'atteindre d'ici peut-être la fin de l'année ou l'année prochaine. Donc, et pour l'instant, c'est des actions qui vont continuer. Que la personne, s'il sait la valeur que l'arbre peut avoir, c'est là qu'on les sensibilise, et on espère aussi que les médias vont nous aider à sensibiliser nos populations pour qu'ils veillent, parce que c'est un travail qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et beaucoup d'argent et de suivi. On aimerait avoir aussi la collaboration, l'implication totale de la population de notre région. À mon niveau, c'est-à-dire au niveau de la préfecture, il faudrait qu'on montre l'exemple. Et l'exemple, c'est en étant sur le terrain. Comme on dit souvent, il faut cultiver son propre champ. Au sein même de ma résidence, j'ai un potager que je cultive pour montrer aussi qu'on peut cultiver certains produits maraîchers, qu'on peut avoir nos betteraves, des tomates, tous les produits maraîchers, qu'on peut déguster, qu'on peut manger. Donc, et cela on veut être l'exemple pour nos autres concitoyens, et afin qu'ils puissent s'engager aussi dans cette voie.
La plantation d'arbres présente ainsi de nombreux avantages, tant environnementaux qu'économiques et sociaux. Il est une solution importante pour lutter, entre autres, contre le changement climatique et l'amélioration de la qualité de l'air. Et cette électrification qui a eu lieu jeudi à Assamo, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, s'est rendu à Assamo pour l'inauguration d'une centrale solaire construite sur place. Elle comprend également plus de 480 panneaux solaires photovoltaïques de qualité financés sur fonds propres grâce au budget de l'État. Les explications avec Samater Saïd. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Guedi, s'est rendu à Assamo pour l'inauguration d'une centrale solaire construite sur place. Le courant est procuré par une centrale solaire installée par l'équipe du ministère de l'Énergie chargée des ressources naturelles à Assamo, avec l'appui des organismes rattachés au ministère de l'Énergie et de l'électricité de Djibouti. Elle comprend plus de 480 panneaux solaires photovoltaïques de qualité financés sur fonds propres grâce au budget de l'État. Elle dispose d'une capacité de 150 kW et fournira dans un premier temps de l'électricité à plus de 115 ménages. De plus, les foyers a bénéficié gratuitement d'une installation électrique composée des lampes, des ventilateurs et des prises électriques, et ce afin de fournir un véritable service énergétique de confort aux ménages de ce village avec l'éclairage et ventilation. Après la route bitumée reliant leur village à Alissébiéville et qui a désenclavé leur bourgade, la population de Assamo reconnaît avec fierté que le pouvoir étatique a satisfait leur principale doléance. Distant à une vingtaine de kilomètres au chef-lieu du village d'Assamo, les foyers et les maisons commerciales sont désormais branchés à l'électricité. Depuis ce matin et à partir de ce soir, je vends les boissons fraîches, annonçant avec fierté les boutiquiers d'Assamo. Quant aux femmes, elles disent qu'elles pourront travailler la nuit comme les jours. En ce moment, je produis des jus de fruits à partir des goyaves récoltés des jardins en utilisant le mixeur acheté ce matin à Alissébié. Le branchement d'électricité nous permettra de créer des activités lucratives. Comme vous le constatez, les enfants étudient sous la lumière des lampes dans la maison. Autrefois, ils faisaient leurs devoirs scolaires que les matins ou les après-midi. Au centre du village, les enfants s'adonnent à des parties de football ou autres jeux. Un fait que les habitants se réjouissent en disant que la lumière a effrayé et éloigné les hyènes et autres animaux nocturnes qui rôdent à travers le village. À cette époque, ils se plaignaient que le village est lumineux, mais les habitants croupissaient toujours dans l'obscurité. Ainsi, ils réclamaient de la lumière pour l'intérieur de leur foyer. Aujourd'hui, c'est une doléance satisfaite dont les commerçants, les femmes et les enfants d'Assamo. La brigade de la douane d'Alissébié, en étroite collaboration avec la police nationale détachement de la région, ont intercepté une marchandise de 2300 kg de canne de contrebande. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en présence du chef de la brigade des douanes d'Alissébié, M. Mohamed Moumin Hassan. Dans l'actualité internationale, cette fois, l'agence d'aide de l'ONU pourrait fermer en raison d'une interruption de financement. Plusieurs agences de l'ONU et les organisations internationales ont indiqué dans un communiqué conjoint que l'arrêt du financement d'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, aurait des conséquences catastrophiques pour Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a réaffirmé l'opposition des États-Unis à toute réoccupation de Gaza une fois la guerre terminée, en réaction à l'annonce du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'un plan pour l'après-guerre. Au moins 104 Palestiniens ont été tués et 160 autres blessés ces dernières 24 heures. Les Nations Unies estiment que la guerre menée par l'armée israélienne a poussé 85% de la population de Gaza à se déplacer à l'intérieur du territoire dans un contexte de grave pénurie de nourriture, d'eau potable, de médicaments.
La Fédération internationale des droits de l'homme a organisé un événement intitulé « Gaz à implication juridique et politique d'un génocide organisé par des groupes des Verts au Parlement européen ». Toujours dans l'actualité internationale, la Banque africaine de développement, la BAD, et le géant marocain des engrais de groupe OCP ont signé le 20 février dernier à Rabat 3 accords de prêt d'un montant de plus de 188 millions de dollars. Le prêt d'un montant de 150 millions de dollars de la BAD et le deuxième prêt et le 18 millions de dollars du Fonds Climat Canada Banque africaine pour le développement, la CACF, serviront à financer la consultation de 3 stations modulaires de dessalement de l'eau de mer. Le troisième prêt d'un montant de 20 millions de dollars accordé par le Fonds pour les technologies propres servira à financer des systèmes de stockage d'énergie générés par des ressources renouvelables. Les usines du groupe OCP auront une capacité annuelle totale de 110 millions de mètres cubes. C'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.